Sac passé et Captain Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'accueille Samir de la chaîne Code Concept. On a abordé le sujet suivant, à quel moment adopter une nouvelle technologie. Donc c'est une discussion entre deux développeurs. Donc pose-toi bien dans ton canapé, c'est un peu plus long que d'habitude. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur, à faire décoller ta carrière. Donc n'hésite pas à t'abonner et on enchaîne tout de suite avec la discussion avec Samir de Code Concept. Salut Salut. Samir, comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va, merci. Merci déjà de me rejoindre sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Alors, moi, je suis développeur depuis 2003. Ça fait un bail, ça fait 17 ans. Et essentiellement sur les technos JavaScript aujourd'hui. Et aussi bien front que back, que full stack. Et puis, j'ai une chaîne qui s'appelle Code Concept qui évoque toutes ces problématiques, aussi bien côté front que back, que full Mhm. stack. D'accord, merci. Du coup, on mettra tous les liens de façon de ta chaîne dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller voir un peu le travail de Samir autour de toutes ces technos-là. Donc, aujourd'hui, on va aborder une question qui est assez intéressante, surtout quand on commence à emmagasiner un peu d'expérience dans le dev. C'est à quel moment on peut adopter une nouvelle technologie? Et c'est vrai que c'est une question à laquelle on est confronté assez rapidement. Enfin, assez rapidement, tous les 2 ans, 3 ans ou un peu plus. Et moi, pour ma part, ça m'était arrivé un peu par accident. J'avais commencé, je pense, comme beaucoup de monde, sur du PHP. Et à ce moment-là, il y a souvent des rencontres quand on y pense. J'avais connu un développeur qui, lui, faisait du C Sharp. Alors, C Sharp, ça ne me parlait pas du tout. Je crois savoir que toi, ça te parle en Oui, tout cas, C ça me Sharp. parle pas mal, oui. Et donc, plutôt que de rester sur PHP comme tout le monde à l'époque, je suis monté en compétence avec lui. J'étais administrateur réseau à l'époque. Lui était développeur. Alors, C++, lui, c'était un pur et dur. Il avait commencé à 14 ou 16 ans à faire du C++. C'était pas un gars ordinaire. Et il m'avait dit que voilà, C Sharp, c'est très bien, ça monte. C'est moins complexe que C++, vu qu'il y a un garbage collector, etc., qui n'a Mhm. pas à gérer soi-même la mémoire et compagnie. Et du coup, je l'ai suivi. Et donc, je passais pour la première fois, ça a été mon premier gros changement, passer de PHP à C Sharp, qui à l'époque n'était pas évident comme choix, parce que tout le monde était sur PHP presque. Mhm. Mais bon, comme ça avait l'air prometteur, ça l'a été. Donc finalement, en 2 mots, ça aurait été sur les conseils d'un développeur plus aguerri, qui m'a fait connaître C Sharp et .NET. Ah, c'est vrai que moi, c'est un écosystème que je connais bien, parce que j'ai plus le nombre d'années en tête, mais j'ai fait pas mal d'années dans l'écosystème Microsoft. Donc, C Sharp, c'est un langage orienté objet développé par Microsoft et qui est disponible sur toute la plateforme .NET. Donc, ça Est-ce que tu permet avais commencé de... par VB6 ou pas? C'est toujours la question que je me demande quand Ouais, quelqu'un. alors J'en doute pas. j'ai fait du VB6 et du VBA en stage. D'accord. C'est vrai que quand j'étais en BTS, je faisais un peu de PHP parce que mes potes de classe faisaient du PHP. Et en fait, je suis tombé dans l'écosystème .NET via mes stages en entreprise. Ok. Et forcément, une fois que tu as fait 2 stages sur les mêmes technos sur du .NET, à la base, je faisais du VB6 et du VB.NET. Et D'accord, tu aurais commencé par le. Ouais, on t'aurait vendu, entre guillemets, la soi-disant transition de VB6 à ex- VBNet qui était naturelle. ouais, qui est assez intéressante. Et du coup, forcément, après, je me suis orienté vers l'écosystème .NET en capitalisant un peu, entre guillemets, sur les forces que j'avais acquises juste avant, quoi. Donc, ouais, C'était c'est un des grands comptes ou écosystème. pas au passage, les boîtes en question, ou c'était des PME? Alors, mon, alors attends, que je me souvienne, mes premiers stages, c'était à l'AFD, c'est une banque française, une Ouais. banque qui finance le développement en Afrique, en Asie et je crois et en Amérique du Sud, je crois. Donc c'était quand même une grosse boîte. Et c'est vrai que d'expérience, j'ai souvent croisé le .NET dans des boîtes de taille moyenne, voire des grands groupes, D'accord. parce qu'il y a tout un côté entreprise, un côté support que tu vas venir acheter sur la plateforme avec Microsoft, que tu retrouves beaucoup moins dans les petites boîtes, les petites startups où il y avait à l'époque beaucoup plus d'open source. D'accord. Donc pour ceux qui se posent la question, maintenant .NET est passé open source depuis quelques années déjà maintenant. Mais à l'époque, c'était pas forcément évident. Et pour remettre un peu dans le contexte, même si on achetait du Java, par exemple, même si on développait en Java, on allait souvent acheter le support
du développeur de la plateforme avec. Donc, malgré le fait qu'on dise que oui, Java c'est open source, c'était gratos, il y a toujours des flux monétaires derrière les outils qu'on utilise, qu'ils soient open source ou pas. Et donc, ouais, j'ai fait du .NET jusqu'en 2017. Et en 2017, j'ai complètement switché vers du full stack JS. Et du coup, c'était plus du client lourd ou du web ou un peu des deux, ou du mobile même d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait encore faire du développement mobile. Oui, il y a du Xamarin, je crois, qui existe encore, qui a perdu en popularité vis-à-vis de React Native, mais c'est encore possible. Alors moi, c'était principalement sur du web. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Moi, c'était principalement sur du web. Sur du web, ok. Ouais, j'ai toujours fait du web. Et puis, à l'époque, en plus, il n'y avait pas vraiment de différence entre front-end, back-end. Tu étais plus soit un développeur client lourd, donc c'est des applications desktop pour la plupart, soit tu pouvais être un développeur web tout court. Et ça incluait développer une plateforme, par exemple, en MVC. Et le peu de JavaScript qu'il y avait, c'était quelques scripts en jQuery. Pour faire bouger quelque chose. Exactement, ouais. C'était beaucoup moins interactif, on va dire. Et du coup, il y a deux axes de changement en fait de techno qui sont assez intéressants. Il y a un axe qui est plus sur le court terme, qui va être potentiellement changer de framework, passer à une nouvelle version, changer de librairie principale. Et il y a aussi le changement qui serait carrément changer de communauté et faire un saut un peu dans l'inconnu. Toi, du coup, tu fais encore du .NET en ce moment ou? Plus du tout, depuis quelques années. Et pourtant, je suis sollicité encore, pas plus tard qu'hier. J'ai encore reçu une offre d'emploi. En plus, dans ton secteur, Île-de-France, évidemment. Et tu vois, c'est la stack habituelle, .NET. Alors, je ne sais plus, par contre, si c'était de la SPNet Core ou MVC. Je ne sais pas quelle version ça a arrêté, 4 ou 5. Moi, je m'étais arrêté à la 3, mais je crois que ça a continué avant. Ouais, ça a continué un peu, ouais. Et tu vois, puis en front, Angular. Donc, on sent que les grands comptes, ils sont bien restés sur. C'est assez commun comme stack. Ouais. Et quand tu citais les banques, je ne serais pas étonné que ce soit une banque. Quoi qu'après, j'ai fait un entretien il y a quelques années chez Point Vert, les entreprises qui récupèrent tout ce qui est recyclable. Ils faisaient de la SPNet aussi. SPNet, c'était du MVC 3 à l'époque, mais ça remonte déjà à 5-6 ans. Mais en tout cas, oui, ça reste. C'est pour ça que je te demandais si c'était un grand compte ou pas. J'ai l'impression que les grands comptes, ils sont restés fidèles à .NET, en tout cas. En fait, ils ont. Alors, c'est vrai que tous les grands comptes n'utilisent pas forcément .NET, mais la stratégie de Microsoft, du moins à l'époque, c'était surtout pour vendre du Windows Server. Maintenant, la stratégie, c'est de vendre du Azure. Donc, il y a eu quelques années, en fait, c'est depuis l'arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft, ils ont vachement ouvert, en fait. Et leur but, la stratégie, c'était de vendre du Office et vendre de l'Azure. Donc, finalement, il y a eu cette ouverture vers l'open source qui a étonné pas mal de gens. Moi, j'avais déjà fait mon saut vers une autre communauté, donc j'en ai pas spécialement profité. Mais voilà, c'était une stratégie qui paye quand même, parce que Azure est quand même bien placé en termes de cloud français. Je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. Oui, c'est pas trop, mais en même temps, ça m'intéressait de voir, quand tu disais que tu es parti sur une autre communauté, est-ce que ça veut dire directement tu as fait le saut vers le monde JavaScript ou tu es passé par autre chose qu'à un moment donné? Je sais qu'il y a quelques années, le développement mobile natif, c'était très recherché. Alors, est-ce que tu aurais fait un détour par là ou directement .NET vers JavaScript? Non, pas du tout. Alors en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vu que l'écosystème JS a explosé. À un moment donné, on s'est retrouvé. Moi, je regardais beaucoup les chiffres des package managers. Donc, on a NuGet sur la plateforme .NET et on a NPM qui est très bien connu côté JS. Et quand tu vois l'évolution, en fait, moi, la façon dont je l'ai vécu, j'ai eu l'impression que le JS en explosant avec l'apparition de Node.js, de tous les frameworks, ça a ramené plein de développeurs qui étaient sur d'autres plateformes dans l'écosystème JavaScript, qui a quand même grossi de manière exponentielle. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire le saut. Donc, j'ai commencé au départ à postuler des offres. Forcément, je me suis formé aussi sur les frameworks. Et là, je me suis pris les premiers murs. En fait, ce qui s'est passé, et du point de vue des recruteurs, c'était assez compliqué à comprendre que même si j'ai pas 5 ans d'expérience en Node.js, mes 5 ans d'expérience en .NET ne sont pas à jeter à la poubelle.
Ça, c'est un truc qui a eu beaucoup de mal à passer. J'ai eu du mal à le faire comprendre, en fait. Et finalement, tout ce que tu as appris en faisant tourner un serveur .NET, tu réutilises 95% en faisant tourner un serveur Node.js. Tu vas avoir les mêmes problématiques qui reviennent. Oui, le langage va changer. Oui, la plateforme fonctionne pas exactement de la même manière. Mais dans l'idée, tu récupères énormément de choses. Et ça a été un premier point de blocage pour moi. Ça a mis quelques mois avant de se décanter. Et du coup, en créant des projets à côté, j'ai aussi forgé un peu ma légitimité, on va dire. Et ça, c'est un truc qui demande pas mal de temps. C'est comme pour un débutant, on va dire, il faut que tu aies un portfolio si tu n'as jamais bossé sur des vrais projets pour montrer que tu peux être un minimum autonome. Là, c'est pareil, tu changes de techno, il faut qu'on puisse un peu jauger ton niveau. Sauf que sur le marché français, je sais pas pour les autres pays, on est très très attaché au nom de la techno utilisée, ce qui est un peu paradoxal. Tu vois, on parlait de matos avant de lancer l'enregistrement, de Mm. micro et autres. J'ai l'impression que il y a le même phénomène. C'est pourquoi est-ce qu'en musique, on a autant de sous-catégories, c'est parce que c'est Mm. plus facile de vendre quelque chose qui est dans une case. Et j'ai l'impression que les commerciaux ont ce même problème. Pour eux, c'est plus facile de vendre un développeur qui est étiqueté une techno. Tu Exactement. vois, il est étiqueté .NET, il est étiqueté Java, il est étiqueté. Enfin, c'est l'impression que ça me faisait, moi, Mm. il fallait qu'on reste dans la case parce qu'on était plus facilement vendable, entre guillemets. Alors qu'en fait, comme tu disais, on connaît un langage de programmation, on connaît le monde du web, on sait ce que c'est une request, on sait ce que c'est une API. Bon, il n'y avait pas les PRS à l'époque, on faisait du SOAP, si Mm. je me souviens bien. Ouais, On c'était envoyait du violent ça. XML. Voilà, ouais, mais en tout cas, Ouais, on pouvait transférer cette connaissance assez facilement, on ne repartait pas à zéro. exactement. Et- Ça, c'est un truc qui a du mal à être compris en fait. Et ouais, du coup, quand on entame une transition comme ça, il faut avoir un peu de patience, il faut avoir conscience que peut-être que les premiers entretiens, on va se planter. Euh, et en fait, c'est vraiment à partir du moment où tu as mis une techno en prod, je trouve, où voilà, là, tu as pu expérimenter tous les problèmes possibles. Et je peux comprendre qu'il y ait cette réticence-là qui est parfois un peu mal comprise. Mais ouais, je pense que peu importe la techno, quand tu as déjà mis un serveur en production, tu as expérimenté pas mal de soucis. Et après, le peu de problèmes spécifiques sont pas forcément bloquants, en fait. Donc, si demain j'avais à recruter un gars qui change d'écosystème ou de communauté, j'attaquerais plus le fond que la forme ou le nom des technos, finalement. Tu remarqueras qu'à l'inverse, quand les commerciaux, Mm. ça c'est notamment SS2I, moi j'avais beaucoup des SS2I, oui, ça ne gêne pas d'essayer de te faire basculer dans un autre environnement, Mm. alors qu'en fait, tu connais absolument rien de l'écosystème. Je ne sais pas si on Ouais. t'a fait le coup. Bon, moi, j'avais un profil C# depuis des années. Il se Mm. trouvait qu'il y avait un poste qui se libérait sur du Java parce qu'ils avaient gagné un client, je crois que c'était EDF, qui eux étaient full Java. Eh ben, le gars qui essaie de me placer sur la mission dit: non, non, mais tu vas voir, C# et Java, c'est la même chose. Tu vois, et là, c'est Disons qu'ils ouais, ils ont pas cette sensibilité-là, en fait. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment un peu, entre guillemets, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas du tout le même écosystème. Donc là, ouais, c'est un peu un Big exactement. Bang. Donc, on comprend Euh, du code Java si on vient de ouais. C# inversement, mais on ne connaît pas les différents Mm. serveurs de. Enfin, il y avait des erreurs de composants. J'ai commencé à voir, je me dis, mais c'est vraiment autre chose, quoi. On peut Ouais. comprendre, mais, mais Disons que on tu as n'est un pas à gros temps l'aise. d'adaptation. Ouais. Après, sur des échelles un peu plus petites, quand on parle de framework, moi, j'ai souvent eu le cas où je suis pris en SS2I, je veux faire du React, mais en fait, en projet, il n'y a que du Angular. Donc là, on est sur une échelle beaucoup moins importante, on va dire. Et ça, toi, vu que tu fais du web depuis un bout de temps, quand même, tu as eu pas mal de changements d'outils, de librairies, de frameworks. Comment tu l'abordes, ça, toi? Eh ben, tu vois, euh, j'étais étonné que tu passes directement de .NET à Node parce que moi, je Ouais, me souviens qu'il y avait un petit détour. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque de Backbone.js, ouais. c'était avant qu'il y ait tous les frameworks. Ça, c'était très demandé. Notamment, je me souviens que j'avais été approché par, enfin pas approché, c'est un commercial qui essaie de recruter pour la Française des Jeux. Mhm. Ils utilisaient Backbone.js, il me semble, il y avait Ext.js. Ouais. Moi, j'avais Donc, fait du Durandal, je sais pas si tu te oui, souviens. ah ouais, c'est C'est excellent parce que le gars qui était derrière, c'est le gars qui a ensuite créé. Aurélia. euh, comment tu dis? Non? Aurélia? Oui, c'est lui. Ouais, ouais. Euh,
Heisenberg, je C'est crois. ça, c'est le même nom qu'un des Ouais. personnages de Breaking Bad. C'est pour ça que je crois que c'est Heisenberg, ça m'avait rappelé. Mais oui, bah voilà, c'est pour ça que j'étais surpris quand je me suis dit, tiens, c'est étonnant, toi, tu as fait le saut directement de .NET Ouais. à Node. En fait, voilà, bah, donc toi aussi, tu as été exposé à tous ces petits. C'était plutôt des librairies Ouais. Il y avait, qui avaient le je vent me en souviens poupe. que du Randall, il y avait du Knockout.js avec du jQuery dedans. C'était un D'accord. peu un mix, une agrégation de pas mal de choses. Et je me souviens que moi, quand j'en faisais, alors c'était en 2013-2014, je crois, et moi, dans ma SS2I, dans ma SS2I, j'étais un des premiers à faire du front, entre guillemets, moderne par rapport à aujourd'hui. Et je me souviens que j'ai eu pas mal de chance sur cette mission, d'ailleurs, qui était dans une grande banque française, où on avait pu expérimenter ça un peu en avant, un peu en early adopter vis-à-vis du marché, finalement. Ah oui, donc c'est dans la banque Ouais, qu'ils ont. Ah, tu vois, moi j'avais une image de client plus frileux. ouais, J'aurais pas vu une banque partir sur ce genre de framework ou de ouais. librairie plutôt. J'aurais plutôt imaginé une Bah, start-up. moi, c'était une mission. Bon, allez, je balance tous les noms, hein. On fait ce qu'on veut, voilà. C'était à la SGCIB, donc la branche d'investissement de la Société Générale. D'accord. Et j'avais été vachement étonné sur l'avance qu'ils avaient en termes de techno vis-à-vis du marché en général et surtout vis-à-vis des autres banques. D'accord. Donc, c'est une mission où je suis resté quand même 3 ans et demi. Ce qui est très très long pour une mission en SS2I. Normalement, on n'est même pas censé faire plus de 3 ans. Mhm. Oui, 3 ans, Mais c'est pour bon, ça que je pense à 3 ans du fait que ouais, généralement, ils te gardent que 3 ans, et puis après, ils te sortent exactement. pour pas être obligé de t'embaucher vis-à-vis des. Ouais, ouais. Exactement. Et du coup, ouais, on était vachement en avance par rapport au marché. Je parle des grands groupes, hein, parce que dans les petites boîtes, c'est toujours plus facile, vu que tu as des projets potentiellement de moins grande envergure. Mais ouais, on a fait de l'AngularJS assez en avance comparé au marché. Avant que je parte, on était en train de migrer une partie de nos apps sur du cloud public. Et ça, pareil, ils étaient en avance par rapport aux autres banques. Parce que pour des raisons de protection des données, mettre des applis dans du cloud, dans une banque d'investissement en France, c'était pas possible avant. Donc ils ont été les premiers à négocier. Donc c'est vrai que parfois toutes ces transitions-là, elles peuvent s'orchestrer au fur et à mesure de en fait, dans la vie de ton poste en fait, pas forcément sur une décision où tu te dis ok j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose et je pars. Euh, Ils avaient demandé s'il y avait, entre guillemets, des volontaires ou pas, ou vous étiez dans une équipe où les gens étaient assez ouverts sur le fait sur un nouveau projet, d'aller expérimenter un nouveau framework ou une nouvelle lib ou... En fait, on était dans une équipe qui avait un niveau un peu au-dessus de la moyenne en termes de front pour l'époque, parce que remis dans le contexte de 2013, je crois qu'il n'y avait même pas React. Je crois que React, ça doit être 2014 ou 2013 ou 2000, ouais, 2014 environ, dans ces eaux-là. Mais React n'était pas vraiment connu, je crois, même peut-être pas sorti. Et du coup, on avait été sélectionné pour être dans un laboratoire au sein de la banque pour mettre en place toutes les pratiques de continuous delivery, continuous integration Oui, et toute déjà. Donc la, c'était du toute la DevOps branche avant l'heure, craft on and va dire. shift. Ouais, Ouais. voilà. On faisait vraiment du DevOps, comme tu dis, avant l'heure. On avait une usine Jenkins, on faisait notre propre support. On a été accompagné par des coachs craft qui venaient régulièrement dans les équipes Déjà du pour, craft à l'époque. ouais, pour nous faire Ok. progresser. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que c'est vachement étonnant et que c'est un truc un peu méconnu. Moi, quand on me disait banque avant, j'imaginais un truc un peu ennuyant avec des projets qui avancent pas. Et en fait, c'était pour moi, pendant 3 ans et demi, c'était tout le contraire. Donc, Donc finalement, tu étais dans une petite start-up dans le ouais, mammouth, c'est un si on peu peut dire. ça. Tu Ouais. étais dans la start-up du mammouth, en fait. Disons qu'on avait beaucoup plus de liberté. Et alors, pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans les grosses structures, tu as souvent des cellules d'architecture. Donc, ça va être des gens qui vont être chargés de te dire à peu près comment tu dois développer ton projet dans les grandes lignes. Ils vont potentiellement faire les choix sur les technos. Et Hmm. nous, pendant un bon 2 ans, on a été assez libre vis-à-vis de ça. Et ça a permis d'influencer un framework qu'ils ont créé sur la base d'AngularJS à l'époque, qui était un framework maison. Donc, C'est vrai que ça se faisait plus à un certain ouais, moment que chaque boîte ait son framework maison. exactement. Finalement, Ouais, les gens, j'ai ouais. l'impression qu'on pas mal abandonné ça. On est repassé sur des trucs du style design system qui te propose juste une flopée de composants. Mais voilà, tout ce travail-là, c'est pas nous qui avons fait le framework maison, mais notre travail l'a influencé parce que on était dans les premiers pour l'époque. Et
D'ailleurs, quand je pense à d'autres grands comptes, c'est vrai que finalement, ça compte beaucoup les architectes qui sont au-dessus, parce que quand tu es dans un grand compte, souvent, tu as deux, trois architectes qui sont en équipe. Ouais. Et si dans le tas, tu as des mecs qui sont quand même, bon, souvent c'est des brutes, il Mm, faut dire ce qu'il y a. Et il suffit que tu en aies un qui soit très ouvert et mm. sur la vague, eh ben, tout de suite, il va te pousser à adopter des frameworks ou des Ouais. librairies bien avant, parce que tu Mm. n'aurais même pas eu l'occasion de voir chez un plus petit Exactement. client. Donc, c'est l'image qu'on a des grands comptes Mm. où on s'emmerde. En fait, c'est loin d'être Bah le cas ouais. quand on a des architectes qui, eux, sont sur la vague, ils participent au, comment ça s'appelle, c'est plus dans ton coin, les journées où tu as un ensemble de meet-up organisés par Ouais, tout ce qui est Microsoft. Devox et compagnie. Voilà, exactement. Bah, tu vois, ils sont Ouais. à fond sur la vague et donc souvent, c'est eux Mm. qui reviennent avec des idées que nous, Ouais, on a carrément. encore veillé. Bah après, ça dépend aussi parce que alors moi, mon projet, alors c'était de la recherche documentaire. Donc en gros, quand tu es en banque d'investissement, les analystes financiers, ils produisent tout un tas de documents qui sont hyper importants pour tes clients et compagnie. Donc faut le voir un peu comme une plateforme qui gérait des centaines de milliers de PDF C'est de la GED, alors documentaires. du coup, C'est gestion quoi? électronique de. Vous faisiez de la Ouais, GED voilà, déjà? Voilà. exactement. Donc finalement, c'est un truc qui est important pour la banque, mais c'était pas non plus le truc ultra critique. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre en compte qui est que bah, si tu es sur un projet qui rapporte énormément d'argent et que la moindre interruption de service fait que tu perds des milliers de dollars à la seconde, on va pas te pousser directement sur des techno novatrices, on va attendre que tout le monde encaisse, encaisse les plâtres et puis après, on va pouvoir te faire migrer. Donc ça fait partie des facteurs à prendre en compte. Et un peu plus tard, donc ça devait être en 2018, j'étais à la BNP CIB, du coup, concurrence, hein. Banque, banque, banque. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, là, cette fois-ci, on avait un projet en AngularJS qui était parti un peu en live. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dû faire participer à un audit de performance et on a proposé du React parce que bah, moi, j'avais plus d'expérience en React. Et de toute façon, le code, pour le coup, était tellement mal fait que bah voilà, c'était un peu à jeter. En gros, pour la petite histoire, c'était une équipe pure back-end qui a pas été formée. On les a poussés comme ça sur du front. Et ben les gars ont fini par se rendre compte que ouais, c'est quand même, il y a une certaine complexité. Si tu connais pas, tu peux faire n'importe quoi. Euh, bah, du coup, l'architecte en charge du projet, en fait, c'était un architecte qui était dans une autre cellule rattachée à nous, mais à Londres. Lui, il m'avait bloqué sur React en me disant que il valait mieux faire de l'Angular, alors qu'en fait, entre la version 1 et la 2, c'est un peu le jour et la nuit. Ah, donc de AngularJS, Angular tout court, c'est à ce Ouais, moment-là que vous avez. Ouais. ouais. Donc après, je peux comprendre l'aspect, bah, on a d'autres équipes qui font de l'Angular, mais à aucun moment ça avait été mis en avant comme argument. Donc, tu vois, les architectes, leur job est hyper important parce que ça permet de garder une structure correcte et une uniformité. Est-ce qu'ils sont toujours ultra compétents? Je pense qu'ils n'ont pas toujours forcément le temps de faire toute la veille nécessaire. Et c'est dommage. Après, voilà, parfois on subit un peu ces décisions-là. Bon, faut juste en être conscient, quoi. Et pour en revenir en fait que pourquoi on change de techno et pourquoi on est amené à en Mm. changer, donc on a pu voir le cas de figure, bon nous on suivait des projets qui Ouais, étaient poussés par des gens qui étaient assez sur la vague, qui nous encourageaient plutôt à passer sur des choses qui se faisaient. Donc à ce moment-là, bon, on a parlé de Backbone.js, il y avait Next.js, il y a eu c'est vrai que commençait à voir aussi jQuery, hein, finalement, Mm. c'était quand même très populaire. Aujourd'hui, c'est le gap, Ouais, mais à l'époque, c'était couru quand même. Et ensuite, l'apparition des premiers frameworks front, des gens du back qui sont poussés à aller vers le front ouais. parce qu'il y a de plus en plus finalement le De front qui demande. servait qu'à afficher ce qui venait du back, finalement, c'est devenu Ouais. plus riche. Mais il y a un truc, est-ce que tu n'aurais pas été tenté à un moment donné, j'y pensais, comme toi aussi, tu as été exposé à tout ce qui était numérisation, GED et compagnie, est-ce qu'à un moment donné, tu ne te disais pas, tiens, pour la carrière, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, plutôt que de changer de techno, se spécialiser sur un domaine métier? Ouais. Et toi, tu parlais de la GED dans les banques. Moi, j'avais fait une mission à l'URSSAF. Tu imagines le nombre de Mm. millions de documents qui arrivent à chaque fois qu'ils lèvent Ouais. un appel à cotisation. Donc, ils étaient à fond sur la GED. Et à un moment donné, ça m'avait tenté. Je me disais, plutôt que de Mm. réfléchir en termes de techno, puisqu'on a Plus tendance en toujours termes à de réfléchir en termes positionnement, de ouais. techno vraiment, pourquoi Ouais. pas se positionner? Et les gars qui faisaient de la GED à l'époque, ils étaient, mais alors, tu pouvais changer de boîte après prendre une augmentation Mm. assez fabuleuse parce que tout le monde avait besoin d'experts en GED. Ouais, Et carrément. c'est pour ça qu'à un moment donné, je commençais à me demander, mais est-ce que plutôt que de réfléchir à une prochaine technologie, est-ce qu'il ne serait pas bon plutôt de se dire,
allez, je vais essayer de devenir un expert plutôt, pas forcément expert métier côté MOA ou Mhm. quoi, mais Bah, devenir, se spécialiser sur une techno et chercher les frameworks ou libres qui tournent autour, mais ouais, en fonction du métier et plus de la techno et pour voir ensuite vers quoi on bosse. Je choisis la question. Ça moi t'a je pas trouve tenté à un moment donné ça, de réfléchir plus côté métier que ouais, techno, en fait? moi je trouve ça hyper pertinent, surtout plus tu avances dans ta carrière en général. Au bout d'un moment, ça peut être fatigant de courir après le dernier framework, la dernière Hmm. librairie, en fait. Ça, c'est un truc, Dites-le en commentaire souvent. en passage si ça vous fatigue pas à Ouais, un moment donné, c'est clair. parce qu'il y a une Bah, JavaScript fatigue à peu près sur comme dit les. Samir, effectivement, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà fait une transition de framework, j'imagine que c'est plutôt courant, d'écosystème, et voire même de métier, n'hésitez pas à partager ça avec la communauté. Et ouais, moi, je trouve ça assez pertinent, surtout qu'avec le temps, ça devient fatigant d'apprendre tout le temps Hmm. des nouvelles technos, des nouveaux frameworks, surtout que je trouve que la valeur ajoutée, plus on avance, j'ai l'impression que plus ça se réduit en fait. Je sais pas comment expliquer, mais le Big Bang entre passer d'une appli web où c'est généré côté serveur avec un peu de jQuery vs des SPA avec des frameworks JS, il était énorme. Maintenant, à chaque nouvelle version, il y a des petites nouveautés, mais on n'a rien de franchement euh, qui fait un réel cataclysme, quoi. Bon, on a la Jamstack qui est vraiment pas mal, qui apporte pas mal de choses, et j'ai l'impression que ça revient aussi aux fondamentaux, notamment avec l'utilisation d'un CDN, le contenu pré-généré ou généré côté serveur. Finalement, ça existe depuis toujours. Euh, mais ouais, en termes de positionnement, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant de courir après les technos parce qu'elles évoluent sans cesse. Et je trouve que ça peut être hyper pertinent se spécialiser sur un truc technico-fonctionnel potentiellement. Voilà, technico, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Mm. Donc voilà, c'était la bonne expression. C'est C'est vrai, quand on part plus d'expertise métier, on pense plus ouais, à la MOA après. c'est Ouais. vraiment essayer de lier un peu la technique au sens large avec une problématique métier que tu vas retrouver régulièrement. Donc il y en a qui vont spécialiser dans la banque, la recherche documentaire, pareil, ça peut être un bon sujet aussi. Et en plus de ça, avec les outils qu'on a aujourd'hui, je sais pas si tu te rends compte aujourd'hui ce qu'on peut faire avec un cloud comme AWS ou bon, je vais pas toutes ces cités, hein, Azure, Google Cloud, comparé à il y a 10 ans où pour un seul serveur, tu allais payer $20 par mois. Il y a Donc, tellement de choses possibles que ouais, un positionnement comme ça, tu vois, par exemple, un truc tout bête avec l'évolution du e-commerce, ben, se spécialiser sur Shopify pour les 5 prochaines années, ça peut être intéressant en fait. bah, tu vois, j'écoutais une news il y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, pendant le confinement. Est-ce que c'était Shopify, je crois bien, qui a explosé au niveau. Oui. C'est ce que tu avais passé cette news. C'est vrai qu'aujourd'hui, là maintenant, on est en décembre 2020, bah, quelqu'un qui déciderait de se spécialiser sur Shopify, on sait qu'il y a beaucoup de magasins qui tirent la langue, hein. Moi, je suis dans une Ouais. petite ville, en fait. Quand je dis que je suis à Rennes, je mens parce que tout le monde connaît Mm. Rennes. En fait, Mm. je suis pas loin, je suis à Vinborne. Bah, j'ai pu voir que dans la rue centrale de la ville moyenne dans laquelle je suis, c'est l'hécatombe, hein. Plein de Ouais, boutiques ferment. tu m'étonnes. Mais il y en a, je pense qu'il y a des commerçants, ils ont le stock et tout. Bah, ils vont peut-être pas totalement arrêter, peut-être qu'ils vont Mm. essayer de vendre ce Ouais, qu'ils avaient en ligne. Et ben là, pour quelqu'un qui spécialise exactement. sur ce D'ailleurs, framework, ça peut être un bon mouvement, si on peut dire, de devenir l'expert Shopify. Oui, c'est bien lui, hein, c'est bien Shopify, le ouais, gros. ouais, j'avais vu un article passer Ouais. sur le volume d'affaires qui est passé par la plateforme pendant le confinement, qui a plusieurs milliards de dollars, qui est juste énorme en fait. Et en plus, c'est un truc, bon, certes, tu payes un abonnement, mais tu peux lancer une boutique en quelques clics. Pour peu que tu aies un peu de compétences front-end en React, tu peux faire un design custom et vendre ça à un de tes clients. D'ailleurs, petit clin d'œil à Arnaud Lemercier de Codeur en scène qui a développé une plateforme qui s'appelle fermecourses.fr qui permet justement aux commerçants de vendre à distance ou à emporter. Et en plus de ça, c'est une initiative solidaire. D'accord, écoutez, Mais j'irai faire un saut, ouais, je mettrai je le ne connaissais lien pas. pareil dans la description. Mais ouais, carrément, le positionnement, et moi là j'y pense parce que en ce moment là je cherche une mission. Et c'est vrai que il faut avoir un positionnement clair qui te permet d'expliquer très rapidement ce que tu es capable de faire. Et je pense que ce positionnement-là, il faut que ça dépasse la techno.
Parce que si tu t'es toujours positionné en je suis un expert React, le jour où React tourne et il y a moins de besoins ou autre, si t'es pas capable de réagir à ce moment-là, en fait, c'est entre guillemets, ça va te compliquer la tâche, quoi. Donc, ouais, un positionnement sur un métier. Euh, Moi, j'ai fait pas mal de banques, j'ai fait un petit peu d'automobile, j'ai fait du sport récemment, j'ai fait de la gestion immobilière encore plus récemment. Et ouais, ça peut être aussi intéressant de trouver un domaine fonctionnel qui te pousse au-delà des technos, en fait. Et j'ai l'impression que finalement, bon, après, on n'a pas trop de problèmes, il faut dire ce qu'il y a, enfin, à trouver que ce soit une mission ou un CDI. Alors désolé Mm. pour ceux qui démarrent maintenant, c'est vrai que Oui, c'est pas l'idéal de démarrer en en pleine pandémie. Enfin, c'est plus la pandémie, oui, on est encore en pandémie. mais après, on n'a pas trop de Mais problème parce que voilà. on a aussi un CV qui s'allonge, on a beaucoup d'années d'expérience. Donc forcément, et comme tu dis, si tu démarres aujourd'hui et que tu te dis ouais c'est bon, il n'y a pas de problème, j'y vais. Oui et non en fait, il y a quand même, il faut faire ses preuves. Le marché est pas favorable aux juniors en ce moment, et ça c'est un thème qui est beaucoup abordé parce que ça pose problème. Mais Je après me posais la voilà, question honnêtement parce que on sait très bien quand ça va pas bien, le client a envie de payer moins cher. Bah, ouais, pour payer moins cher, tu peux aussi être tenté de prendre plus de juniors. Et de nouveau, c'est Mm. pas du tout une attaque contre les juniors, mais on sait très bien que les clients ils raisonnent comme ça. Un junior, ça va leur coûter peut-être, alors je connais pas les tarifs parisiens, mais en Ouais, province, c'est peut-être 350 par jour, 350, alors qu'un junior, ça pourrait être 500, 600. Mm. Et il y a parfois ces calculs d'épicier qui disent, allez, je prends deux juniors plutôt qu'un senior parce que j'aurais besoin de deux devs pour que ça aille plus vite. Enfin, Ouais. je pense Moi, peut-être. pour moi, c'est une grosse erreur. Alors, c'est pas contre les juniors, il n'y a aucun souci. Euh, je- Déjà, il y a un bouquin qui s'appelle The Mythical Man Month. Je sais pas si ça dit quelque chose, qui parle en fait du mythe du jour homme. C'est un Le truc mythe tout bête. du. Jour homme. Ah oui, oui, C'est un d'accord. truc tout bête. C'est, admettons que t'es un projet, t'as deux devs, ils vont finir, je sais pas moi, ils vont mettre un an à développer. C'est pas parce que tu mets deux devs de plus que vous allez mettre que 6 mois en fait. Et ils expliquent que plus ton équipe augmente, plus la communication nécessaire pour que ça tourne augmente en fait. Parce que si tu mettais ça sur une carte, tu mets tes 4 points, tu mets un trait entre chaque point. Donc tu devrais en avoir de mémoire 6. Ça te fait un carré et deux diagonales. Maintenant, si tu mets 6 points et que tu fais un trait entre chaque point, en fait, ta communication, elle fait pas juste x2 en fait. Ça, c'est pour schématiser le fait que non, doubler la taille de ton équipe va pas faire que tu vas forcément 2 fois plus vite. Et, euh, et du coup, pour moi, ce que je trouve important, c'est qu'il y ait toujours un bon ratio entre ton niveau de seniorité et ton niveau de juniorité. Je sais pas si ces mots existent, mais vous avez compris le truc. Il faut, tu peux pas demander à un junior d'avoir l'expérience d'un senior. C'est pas possible. Euh, il y a des juniors qui sont très bons, qui sont très autodidactes, qui apprennent très vite, et c'est tant mieux. Mais quand tu as des gros projets, si tu mets que des juniors, c'est un risque. Ça peut être un risque sur la qualité de ton code, sur l'architecture de ton projet, ça peut être un risque sur le nombre de bugs. C'est juste mathématique. Pour moi, j'estime du moins que si tu n'essayes pas de garder un bon ratio, Alors, euh, un pour trois, genre un senior pour trois juniors. ouais, ça peut être Ouais. ça. Après, effectivement, ça dépend de chaque équipe. Mais si tu as un senior pour 10 juniors, tu te tires une balle dans le pied, en fait. Et le fait de vouloir économiser ça, je pense que sur le moyen, voire le long terme, si tu essaies de faire des calculs, je suis sûr que tu rentres pas dans tes coûts, en fait. Et tu vois, pourtant, dans les grands comptes, Mm. bon, j'ai pu le voir concrètement, ils ont un barème. Par exemple, ben, ils ne prendront pas plus de tel temps de TJM. Donc, Ouais, après, ils font un calcul purement comptable. Ils disent, ah, bah, j'ai un ouais, budget de temps. Bah, moi, je préfère prendre allez, 5 développeurs à 300 ouais, et d'en prendre. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'en prendre un à 700, 800 ouais, TGM parce que c'est des consignes qu'a reçu ouais, l'acheteur. c'est des grilles. Il y a C'est des grilles, et puis du coup, c'est aussi pour ça que les SS2I sont un peu malines sur ça. Parfois, ils peuvent négocier des contrats à un nombre de personnes, ce qui peut abstraire un peu le TIJM d'une personne en particulier.
Je sais plus comment ils appellent ça, les ATG ou en gros ils s'engagent. Voilà, moi je m'engage à fournir 5 développeurs sur un an. Pourtant, donc ça fait un TGM moyen et peu importe qui y mettent derrière, pour le client c'est entre guillemets transparent. Mais donc ouais, c'est ce ratio-là, il faut il faut qu'il soit modéré. Un pour 3 c'est pas mal. Après, ça dépend le niveau des juniors. Et dans le cadre où il y a un changement de techno, pareil, c'est aussi super important qu'en avance des phases, un des seniors, par exemple, ait testé la techno, l'ait évalué avant de faire monter en compétence les juniors si besoin. Parfois, tu peux aussi voir l'inverse. Tu peux voir des juniors qui vont arriver, qui vont dire, ouais, regardez ce que j'ai trouvé, ça a l'air génial, est-ce qu'on peut le mettre en place? Ça peut aussi arriver dans les deux sens. C'est pour ça que je trouve ça important d'avoir des juniors parce que d'une, tu donnes la chance, mais de l'autre côté, ça reste de quelqu'un qui va venir bosser en fait. Et, euh, et si tu prends le temps, parce que tu as un coût au départ finalement, c'est ça aussi qui peut poser problème. Si tu prends le temps, bah, je pense que le retour sur investissement, il est énorme si tu prends le temps de le former. C'est juste que bah, les gens veulent pas aller 1, 2 mois incompressibles où le gars il est un peu perdu. Déjà, il arrive en entreprise, ça le change de l'école. Et, et, donc voilà, on a un peu dérivé Oui, du sujet, mais j'y pensais, mais je regardais. Alors on est passé sur le fait d'avoir basculé, bah, tous les deux, il s'est trouvé qu'on venait du même environnement, c'était ouais. pas volontaire. On est passé de .NET, ensuite à des librairies, alors plutôt côté front, Mm. j'ai l'impression qu'on a vécu la même chose à ce niveau-là, on était plus axé sur la partie back quand même, parce que quand tu es Ouais. développeur .NET, tu fais plutôt, tu t'intéresses plus à la partie côté serveur, côté back, et bah, le front, c'était un peu minimaliste. On se disait JavaScript, ça servait juste à animer deux, trois choses, à faire défiler, je sais pas, une Ouais. annonce, attention, le serveur va te couper à 16h30, enfin, ce genre de choses. Après, on s'est rendu compte que le front, ça devenait important. On a commencé à voir les premières libs Mm. comme Next.js, Knockout.js, même jQuery, hein, ça commençait à Ouais. devenir quelque chose qui était cité par les recruteurs même. Enfin, Mm. ça ne suffisait pas d'être seulement développeur Ouais, carrément. Java ou .NET ou autre. Il fallait aussi connaître de plus en plus de front. C'est là qu'on a Mm. commencé à voir basculer. Mais il y a aussi un autre point, finalement, on peut se dire à quel moment on abandonne, parce qu'on voit bien que c'est pas du tout fini, Ouais. ni .NET, ni Java, il y a un nombre d'emplois. Et je sais que tu as fait à peu près le même mouvement que moi, tu es passé en full stack JavaScript. Alors Ouais. pourquoi? À un moment, c'est quand même un risque, hein, parce que Ouais, exactement. pourquoi est-ce que tu as lâché totalement? Moi, je considère que j'ai lâché la branche. J'ai toujours Ouais. cette image, on tient une branche, on essaie d'en attraper une autre avant de. Pourquoi avoir Moi, en lâché la fait, branche .NET alors que c'est très porteur ouais. encore aujourd'hui en 2020? Alors, en fait, moi, ce qui m'embêtait dans l'écosystème .NET, c'était que les gens ne juraient que par .NET. Et c'est comme ça pour bientôt des écosystèmes où, en gros, tout ce qui est à l'extérieur est soit moins bien, soit ça n'existe pas. Donc, j'ai Ah, beaucoup rencontré ce penchant-là. Qui m'a pas mal gêné parce que je suis quelqu'un de plutôt ouvert sur les technos et je me dis si demain je dois faire je sais pas, un service en Go parce que ça répond mieux à mon besoin, bah, j'apprendrai Go et je le ferai. d'accord. Donc j'ai eu ça qui m'a pas mal posé problème. À côté de ça, j'ai vu que Microsoft, même si il s'ouvrait de plus en plus, mais c'était quand même lent. T'as des millions de développeurs à faire bouger entre guillemets. Et j'ai vu à quel point ça avançait côté JS. Mhm. Donc je me suis dit, allez, je tente le coup. Et j'avais un niveau suffisant en front pour me dire, dans le pire des cas, je peux retomber sur du front JS full, en fait, que du front JS pendant un petit moment, avant de repartir sur et de rajouter petit à petit du Node. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, on tente, on verra. Et effectivement, quand tu as de l'expérience, c'est très facile de retourner en .NET. Mais comme toi, aujourd'hui, je reçois encore des offres. Donc, c'est encore pas mal demandé. Il faut du lettrage de CV, les gars. Moi, je n'en ai plus Ouais, depuis 5 ans, mais bon, je reçois encore des offres. .NET, c'est ça. c'est fou, hein. C'est ça. Et puis, ouais, c'est un risque que je regrette pas et que je reprendrai peut-être un de ces quatre, on sait jamais. Bah, faut dire ce qu'il y a, Mm, c'était. Ah, on a oublié de te parler d'une autre passerelle, parce que c'est vrai que mm. c'est quand même plein de passerelles. Moi, je vois vraiment la chose comme presque je sais pas, un mesh, je ne sais pas comment on dit des choses, comme des choses entremêlées Mm. via C Sharp, que j'ai commencé aussi à voir apparaître du TypeScript. À l'époque, je ne voyais pas Ouais, trop l'intérêt de la chose. Et c'est en arrivant sur d'autres projets, je voyais que les développeurs utilisaient du TypeScript. Et maintenant,
C'est ma femme qui me fait une partie de ma veille techno, elle m'a signalé tout à l'heure. Elle est abonnée au blog du modérateur. Ouais, Elle a montré un graphe qui montre que TypeScript est devenu le 4e langage. ouais, a Avec C explosé. Sharp, JavaScript devant, ensuite c'est Java, ensuite c'est. Non, Python, JavaScript, Python. Le 3e, c'est, je sais plus, et le 4e, c'est TypeScript. Mm. Et bien, alors, je commençais à voir, alors que j'étais vraiment sur du full ASP.NET MVC, Ouais. je commençais à voir du TypeScript apparaître dans ces projets-là. Justement, TypeScript, vu que ça a été fait par le créateur de C Sharp, à la base, là, en fait, ça a été co-créé dans les premières versions. Dans l'écosystème .NET, il y a une popularité tout de suite, en fait, parce que les gens se sont dit, cool, je vais pouvoir faire tout ce que je fais en C Sharp en JS, entre guillemets. Bon, je me souviens des premières versions, c'était l'horreur, la compilation était tellement lente, c'était vraiment hyper compliqué à utiliser. Et je suis pas étonné de l'essor que ça a eu parce que finalement, c'est quelque chose qui reste quand même proche de JavaScript parce que c'est un superset, qui est vachement accessible parce que tu as une rétrocompatibilité, une interopérabilité finalement. Bon, bien sûr, ne mettez pas des NI partout parce que ça tue un peu l'intérêt du truc. Mais finalement, ils ont quand même bien joué leur approche et je rencontre de plus en plus de développeurs JS qui ne supportent plus de faire du JS classique en fait, qui On peut poser préfèrent. une question, tiens, en commentaire, je serais curieux de savoir quelle est la proportion chez toi de devs qui au moins aiment TypeScript ou qui considèrent l'adopter ou qui l'ont déjà fait. Je serais curieux quand même de voir. Chez moi, Ouais, j'ai moi une petite idée. Chez toi, je ne sais pas ce qu'il en est si tu as déjà posé la Ouais, question. carrément. Bah, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, hein. Moi, c'est vrai que quand il n'y a pas de type, j'ai du mal à m'y retrouver. Et le problème des langages trop permissifs, mis entre de mauvaises mains, entre guillemets, bah, c'est que ça peut faire des dégâts, quoi. Moi, chaque compilateur, je le vois un peu comme un pote qui fait du pair programming à côté de toi et qui te dit ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit, ah, ça va poser problème. Tu vois, et je pense que c'est intéressant dans les projets. Et ce que j'aime bien avec les types, bon, je vais pas m'attarder dessus, c'est que finalement, ça laisse une intention, ça laisse une empreinte. Quand tu as une voiture, par exemple, si c'est un diesel, tu vas pas mettre de l'essence dedans. Tu vas pas Ah mettre du oui, 100%. c'est une bonne, c'est une C'est bonne tout bête, métaphore. mais en fait, il y a plein de juniors qui se disent, bah non, si ma variable c'est un arrêt au départ et que je la transforme en string, c'est pas grave. Mais ça, c'est parce que bon, ils s'imaginent que c'est pas grave, mais en fait, c'est très très grave. Et bah voilà, la métaphore un peu de la voiture, si tu as un diesel, tu mets juste du diesel et puis basta, quoi. Et ça t'aide à ce niveau-là, même si bon, c'est pas infaillible, mais c'est quand même une aide assez bienvenue, on va dire. Je sais que là, en ce moment, j'achève de faire une formation à un des développeurs qui sont en reconversion. Et là, quand je leur ai montré pour la première fois comment se créer une interface pour typer, moi j'aime beaucoup typer à l'aide d'interface plutôt que de classe. Souvent, j'ai pas besoin de comportement, je veux juste décrire à quoi correspondrait un objet. Ensuite, quand ils voyaient que quand on repassait côté template, ça c'était de l'Angular, eh bien, on pouvait utiliser notre objet point et voir suggérer toutes les propriétés. Là, tu vois des visages qui se. C'est quand même plus pratique que de se rappeler. Comment est-ce que je l'ai appris cette propriété? Je l'appelais name ou first name ou prenons l'exemple de la voiture, IMAT ou bien immatriculation. Enfin, on se rappelle plus forcément. Et le simple fait de créer ces types, rien que pour ça, quand tu repasses côté template, tu es content de voir Et ça, c'est un truc qui m'a vachement aidé à passer côté full stack JS. C'est que, alors, Visual Studio, la version vraiment, pas Visual Studio Code, hein, l'EDI historique de Microsoft, et je trouve que c'est un outil super génial qui est pas apprécié à sa juste valeur par plein d'autres devs, juste parce que c'était MS à la base. Mais j'ai trouvé que les outils autour de Node ont évolué très très rapidement et dans le bon sens en plus, et ça a aussi pas mal aidé à l'adoption. Le simple fait d'avoir VS Code, en fait Atom à la base, puis VS Code qui explose, fait que moi j'ai l'impression du moins que ça a pas mal aidé dans l'adoption de Node, avec toute l'intégration avec NPM et compagnie. Et pareil, les outils aussi, ça fait partie des choses qui font que tu vas avoir plus ou moins de mal d'adopter une techno. Mais c'est vrai que les outils sont de plus en plus, en tout cas, ils sont de plus en plus conviviaux. Comme on est dans l'écosystème JavaScript, il y en a certains quand même qui nous ont fait souffrir. Moi, Webpack, j'en ai bavé. Enfin, ce qui est à le prendre, enfin, s'en servir de manière basique, c'était facile, mais ouais, là, c'était assez horrible quand même.
de Ouais. passer sur Bah, cet outil-là, mais c'était tellement utile, important, mais lui, c'était quand même c'était du costaud. Hein, je pense que. carrément. C'est vrai que les builds Webpack, quand t'as pas l'habitude, c'est imbitable. Mais une fois que tu as compris la mécanique, et que tu prends du recul et que tu arrives à bien aussi. Le problème, tu vois, des builds Webpack, c'est que souvent, les gens, ils laissent ça dans un seul fichier au lieu de faire des petits modules, de bien nommer les choses, de bien le découper, chaque chose à sa place. Quand tu le découpes bien, finalement, ça devient beaucoup plus lisible que ce que tu peux voir des fichiers Voilà. de 1000 lignes. Et bon, ça reste des bonnes pratiques, Webpack ou pas, mais Bah, ok. sinon, on aurait fait à peu près le même cheminement, tu vois, donc presque. Bah, ouais, c'est dommage que tous les deux, enfin, c'est pas dommage. Bon, il y avait une chance sur deux qu'on vienne tous les deux de .NET. Ça aurait pu être sinon quoi, on serait venu l'un de Java, l'autre de .NET, Mm. l'autre PHP. Finalement, est-ce que tu as été exposé ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé les questions ou pas? Parce que moi, je sais que ça m'était. C'est une question qui se posait à moi. Quand Mhm. je suis allé à l'URSSAF, ils utilisaient Zen. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce framework. Ouais, je me souviens vaguement. Moi, la question, c'est est-ce que je me suis posé la question de partir sur ça plutôt que .NET? Bah, exactement, c'est qu'à un moment donné, c'était Mm. pas. Enfin, enfin, c'était quand même. .NET commençait à exister depuis quelques années. Ouais. Mais on sentait bien que tout ce qui était framework MVC, bah, tu vois, en .NET, quand on faisait de la Mhm. SPNet pour faire des applis web, alors on n'avait pas de MVC. Alors Mm. quand il y avait goûté, que ce soit via Zen ou Ouais, Symfony, eh ben, ils étaient en avance sur le monde de .NET. Là, j'avoue que c'était le truc qui m'avait tenté. J'aimais bien l'architecture MVC et ça m'avait tenté à un moment donné. Je m'étais dit, bon, est-ce que j'essaye pas? Parce que j'avais lu le ouais. bouquin de Fabien Potentier, le gars qui a créé Symfony. Mm. Bon, j'adore les projets qui sont créés par une personne parce que forcément c'est cohérent, vu que Ouais. c'est lui qui avait eu l'idée globale, qui l'a implémentée. Mais ça me Bah, manquait. Avant qu'il y ait Aspen.NET MVC, là, je me suis plus posé la question, mais j'ai été tenté d'aller revoir du côté de PHP pour toute la partie mm. framework MVC. Est-ce que tu as eu la tentation ou pas? Ou tu dis, bah Bah, non. j'avais fait quelques projets à l'époque, je crois que c'était avec du Cake PHP, je crois. Oui, oui, j'avais mis les doigts dedans justement, et ça Ouais, m'avait bien voilà. plu aussi. J'avais joué un peu avec, et j'avais essayé de. Au début, je voulais le prendre pour un de mes projets de BTS, mais finalement, j'ai mis de côté, puis après, je suis parti sur complètement autre chose. Mais non, c'est vrai qu'il y a eu un an pendant lequel je me suis posé la question à l'école, est-ce que je continue sur ça ou pas? Après, au tout départ, hein, je vais pas mentir, hein, j'ai eu les premières offres de stage où on me disait c'est bon, t'es pris. J'étais tellement content, je me suis dit bon, allez, c'est pas grave, on verra plus tard. Ah, Euh, ils t'ont pris, ouais, ce qu'on disait au départ, ils t'ont pris ouais, sur du .NET. Donc voilà, ouais, ça résolve le problème. Ouais. ouais. Et puis après, ben, j'ai fait de la SPX pendant pas mal de temps. Ah oui, oui, c'est bien ça, Et oui, au final, oui, ouais, ouais, ouais. t'avais tellement de logique métier. En fait, mon taf était plus dans la logique métier que la partie front, hein. Le front de Mhm. l'époque, c'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Tu y passais pas autant de temps. Donc ça m'a pas gêné, sachant qu'à SPX, si tu avais une bonne architecture de projet, ça allait quoi. Il y avait certes pas MVC, mais ça allait. Par contre, j'ai fait le saut vers SPNet MVC dès la première version, non, la version 2, je crois, parce qu'ils ont dû réécrire entre la 1 et la 2, je crois. Et du coup, bah, après, j'ai vite retrouvé mes marques par rapport à ce que je voyais sur du PHP. Et finalement, on se rend compte qu'il y a plein de frameworks qui ont une architecture que tu retrouves dans d'autres outils, en fait. Par exemple, si tu prends Ruby on Rails, tu vas retrouver des frameworks qui s'en inspirent ou l'inverse. J'ai plus l'historique en tête, mais il y a plein de notions que tu retrouves, les contrôleurs, là, par exemple, on en avait parlé un peu de Nest.js, Ouais. qui a bah, une architecture un peu basée sur Angular, qui t'offre des contrôleurs, qui t'offre des intercepteurs, des décorateurs. Voilà, Donc les là, décorateurs aussi, ça c'est ouais, quand on y ça goûte. allie à la fois bah, une architecture qui est plutôt classique mais qui est éprouvée. Ça allie des fonctionnalités de TypeScript qui sont vraiment avancées. Et, euh, et finalement, ouais, tu peux retomber un peu sur tes pattes un peu partout, j'ai l'impression. Donc tu vois, oui, finalement, on va dire qu'on est. Ruby on Rails, j'étais tenté aussi à une époque, c'est Mm. fou. Hein, c'est un peu le truc. Parfois, on a ce côté chien fou. À chaque fois qu'on nous jette une Ouais, nouvelle balle, on a envie d'attraper pour jouer avec. Et après, on s'épuise, on se dit, ah, c'est emmerdant, il y a trop de mm. choix, donc c'est épuisant. Mais c'est aussi nous qui. Tu vois, moi, j'ai des collègues qui sont restés sur PHP depuis le début. Ils Ouais, gagnent très bien leur vie. Et c'est des ouais, experts dans leur techno. Ben, à aucun moment, ils entendent depuis 10 ans dire que leur techno, ce serait de la merde, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ben, tu vois, ils ont pas cette tentation d'aller toujours jouer avec autre ouais, chose, carrément. même si
Je sais celui que j'ai en tête, il a joué avec Meteor, il était bien fan de Meteor à l'époque. Là maintenant, mais enfin, en tout cas, il est resté fidèle à PHP et on va dire PHP lui rend bien parce qu'il a, il a une super carrière, il Après, a de très ouais, au bonnes bout d'un moment, conditions. t'acquiers une expertise, une réputation surtout. Ça, on l'oublie, mais la réputation, surtout si t'es freelance, par exemple, elle est hyper importante. Mhm. Il faut que tu sois, entre guillemets, connu pour quelque chose et pas juste parce que tu travailles bien. Ça peut être ce que tu es capable de faire, les projets que tu as pu pousser, les architectures que tu es capable de monter. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai qu'à courir après toutes les technos, bah, finalement, tu peux être connu pour le gars qui maîtrise la dernière techno, mais qui n'a pas fait grand-chose d'autre, en fait. Donc, c'est aussi un risque à prendre. Après, moi, là, pour mes années à venir, les trucs que j'aimerais creuser bien plus en détail, justement, c'est le cloud et le Ouais. serverless. Parce que ça offre des possibilités qui sont à des années-lumière de ce qu'on pouvait faire avant. Euh, et tu vois un truc tout bête, le DevOps a tellement évolué que aujourd'hui tu peux te mettre un pipeline de continuous delivery sur Heroku pour quelques euros, quoi, par exemple. Alors qu'avant, en fait, je me souviens avoir passé des jours à débugger des trucs dans une usine Jenkins pour des projets. Et en fait, ce qu'on faisait il y a 6-7 ans, où c'était un gars de l'équipe parfois qui était à plein temps, là, tu peux avoir un truc certes basique, mais quasi équivalent pour 3 clics, et soit sur Heroku, GitHub Actions, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir un positionnement et ben la techno, ça peut être à la fois un allié, mais aussi un boulet, en fait. Tu vois, ce que tu cites, là, Mm. j'ai joué avec sur Netlify. J'étais sur le Ouais, cul. Je prends un repo sur GitHub. En ouais. 3 clics, je sais plus ce que m'est indiqué. Est-ce que, bon, il fallait préciser si le repo était privé ou Mm. public. Enfin, il y avait une petite étape intermédiaire en Après, tu le réalité où c'était déploies assez ton clair. front. Voilà. Et ben ensuite, tu le déployais. Mm. Et à chaque fois que tu committais quelque chose de nouveau, ben, il te Ouais, poussait à une nouvelle. ouais. C'était hallucinant. C'était de la continuous delivery. Bah ouais, Migration dans ces cas-là, je sais même plus. Je ne sais pas ma spécialité de DevOps du tout, mais en tout cas, j'étais sur le cul de voir que ça Ouais, poussait t'as tout. automatiquement la nouvelle version Puis et tu je pouvais peux. remonter sur la version précédente Mm. s'il y avait un bug que je n'avais pas vu passer en un seul clic. C'était Mais hallucinant. ça, ils l'ont vraiment taillé pour de la Jamstack, c'est ça, où c'est assez intéressant. Et en plus de ça, tu peux connecter gratos ton nom de domaine. Oui, alors ça, je ne savais pas Et que c'était c'est, gratuit. Il me semblait que, ouais. je ne sais pas, de mémoire, Si tu as un nom de domaine, en fait, tu mets le CNAME vers le domaine Netlify. Et en fait, D'accord. il te laisse héberger ton front-end sur un CDN gratos. Ok, Et j'ai cru que c'était ça, une option à payer alors, dans ces cas-là, ça, il si y je a voulais. quelques années, c'était payant, c'était plus Ah bah. complexe. Tu n'avais pas l'intégration GitHub, tu n'avais pas GitHub tout court Ouais. euh, aussi. Racheté Donc, par Microsoft aussi, ou pas, il me semble. ouais, Ouais, voilà, tu vois, là, ils racheté sont. par Microsoft. Mais donc voilà, on vit dans un monde où voilà, on a beaucoup plus d'opportunités. Après, effectivement, ça peut être intéressant de se positionner de manière claire vis-à-vis du marché, quoi. Clairement. Je pense qu'on a un peu dérapé à niveau heure. Oui, on a mis 3 quarts d'heure, Ouais. mais je pense que ça va parler enfin, du fait qu'on on a eu un côté, on avait des souhaits dans les Mm. technos qu'on voulait adopter, mais on s'est fait porter aussi par le courant parce que Ouais, faut pas oublier qu'on est payé aussi à faire du dev, donc ça sert aussi à faire payer à faire bouillir la marmite, si on peut dire. Donc finalement, on a moins de questions métaphysiques à se poser quand exactement. on doit croiser ça avec le fait de trouver soit des missions, soit un CDI en fait. Moi, je trouve que c'est aussi important, comme tu dis, de faire attention à ce que fait le marché, hein. C'est tout bête, mais jQuery, pour moi, il n'a pas de raison de disparaître. La seule raison, c'est l'appétence des devs en général pour des nouveaux outils, finalement. Est-ce que aujourd'hui, j'en ferai pas spécialement, mais en soi, techniquement, ça peut être assez pertinent dans encore énormément de cas, en fait. Moi, Donc j'ai eu le après, cas voilà. d'un architecte qui nous interdisait d'utiliser jQuery. Il ne voulait Mm. pas parce que ça alourdissait trop après le bundle quand Ouais. on utilisait jQuery. Donc, on a l'interdiction. Donc, il y a les deux, de certaines boîtes où on Ouais, ne il y te a toujours laissera ce pas. débat-là. Ouais, ouais. Il y a toujours ce débat sur les performances, effectivement. Bon, je pense qu'on n'est plus non plus en 2002, même s'il faut quand même faire attention. Attention, je dis pas qu'on peut faire n'importe quoi. Mais après, faut aussi voir le ROI VS, combien de temps tu passes, en fait. Moi, quand j'ai découvert les animations avec jQuery,
C'est drôle, super. Oui, c'est vraiment ce qui nous avait marqué. C'est un truc qui était un truc de dingue pour l'époque, quoi. Et je pense que si on n'a pas vécu cette époque-là, bon, ça fait un peu ancien de dire ça, mais c'est dur de se rendre compte, en fait, à quel point le front était compliqué, en fait. Il y en avait très peu et jQuery, ça a vraiment. Et pour le coup, jQuery, si tu prends du recul, ça a quand même influencé le langage en lui-même. C'est rare que ça passe dans ce sens-là, en fait. Tu vois, il y a Oui, c'est vrai, le fait de des. chaîner, on pouvait chaîner effectivement Ouais, tu pouvais chaîner des fonctions pour le, ajouter du comportement. le Oui, c'est vrai. le query selector, c'est un dollar parenthèse de jQuery, en fait, qui a pas toujours existé, qui a vachement été influencé par jQuery, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc ouais, mais par contre, après, voilà, le marché a changé. Donc aujourd'hui, en front, si tu fais pas un framework, bah, ça devient compliqué de justifier, en fait. Tiens, je serais curieux, parce que moi j'ai posé la question chez moi, mais je serais Mm. curieux de savoir chez toi. Tu as déjà posé la question, savoir sur quoi vous étiez plus particulièrement, donc Bah, alors React, Angular, Vue, de Svelte. souvenirs, il y a pas mal de vues. D'accord. J'ai l'impression que Vue et PHP sont de bons amis, du moins Je dans crois que c'est, oui, l'écosystème. avec Laravel, c'est Vue qui est Mm. installé par Et, défaut, il me euh, semble. et Vue qui, a priori, serait un peu plus simple à apprendre, ou du moins sur la courbe d'apprentissage que React, a l'air de faire pas mal d'émules chez les juniors. Donc D'accord. moi, j'ai pas mal de React et Vue, je pense. Et Ok. j'avais un abonné qui vit au Japon qui me disait que là-bas, il faisait encore énormément de jQuery. Donc tu vois, j'étais D'accord. vachement étonné que le marché là-bas n'ait pas pris sur les frameworks. Et que, bah ouais, je pense que. Après, de toute façon, dans tous les cas, ce qui pose le plus problème, en fait, c'est ne pas maîtriser et pas avoir de base solide en JS, en fait. Je pense Voilà, que c'est ça c'est. qui Ouais, le plus gros problème au-delà du framework. Et que après, bah, ça te permet juste de gagner du temps, de réutiliser des trucs. Mais en soi, bon, il y a aussi quelques histoires de performance. Mais quand on est là, t'es plus à te poser la question en mode débutant, est-ce que je prends tel ou tel techno? Donc, c'est vrai que ça pourrait presque faire le sujet d'une mm. vidéo. Quelle place donner au vanilla JavaScript par rapport à l'utilisation des librairies Ouais. quel- Ça pourrait être un ouais, petit défi de refaire un petit projet en vanilla JavaScript en utilisant toutes les nouveautés aussi qu'il y a, donc les modules, tout ce qu'il y a dans ES6. Ça pourrait être, ouais. Et puis, bah, je regardais récemment les Web Components qui évoluent pas mal, qui sont une grosse promesse qu'on entend depuis quelques années quand même. Je pense qu'il n'y a pas d'adoption, malheureusement. Pas, en fait, pas énorme, mais, euh, mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on va clôturer là. Bah, du coup, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je sais pas dans quelle pli je vais la mettre. Je pense que c'est dans les talks sur ma chaîne. Alors, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'une à vous abonner, mettre un petit like sur la vidéo, ça aide la chaîne avec l'algorithme. Samir, où est-ce qu'on peut te retrouver? sur Code Concept, donc la chaîne YouTube Code Concept. Et bon, elle se trouve facilement, je sais pas, un nom court facile Ouais. à indiquer pour le nom de la chaîne. Ça Mais voilà, marche. Code Concept, elle sort en bonne position sur YouTube. Ok, bah c'est super. Et bien pour le reste, je vous dis Merci à en tout cas de bientôt. m'avoir Ouais. invité. Et merci Samir. Je te dis à très vite. Ah bah, à bientôt sur Code Concept en tout cas, Voilà. également. Ah bah oui, oui, j'allais oublier. On a tourné 2 vidéos d'un coup. Moi, je mettrai en écran de fin la vidéo vers la chaîne de Samir. Donc, bah, n'hésitez pas à la mettre soit dans la playlist à regarder plus tard, soit enchaîner avec la deuxième vidéo. Et moi, je vous dis à très vite sur Captain Dev. Ciao. Ciao.